et merci d'être là, ravi de vous retrouver. Ce matin dans Bonjour d'Algérie, nous allons vous présenter une mosaïque d'expériences humaines tout aussi particulières les unes que les autres, à l'instar justement du couple Smah qui nous vient de Tizi Ouzou et puis qui, eux, à partir d'une idée, d'un embryon d'idée, ont suivi leur foi, leur passion, ils y ont cru, ils ont été jusqu'au bout de leurs rêves et ont créé une école de formation en judo, eux qui sont justement champions, vice-champions, et justement, donc, également entraîneur et coach, et aussi, voilà, coach à l'échelle nationale et internationale également. Donc, je disais, donc, ce qui était au début une idée embryonnaire est devenu pour chacun des invités d'aujourd'hui une réalisation au service de la société, à l'instar également justement de Samir Khmissi qui lui est à la tête d'une association Stop Agression Routière donc qu'il a créé justement suite à un accident malencontreux qui a mis justement dans un fauteuil roulant sa propre mère. Donc son témoignage est poignant, vous allez voir, et son expérience, sa foi est inébranlable. Aujourd'hui, nous aurons aussi le plaisir de recevoir un tout autre formateur dans un autre registre. Lui, il encadre les porteurs de projets dans le domaine du développement durable, mais également dans l'humanitaire. Et son expérience est tout aussi singulière et c'est son abnégation aussi, sa persévérance, ses formations au service justement de ce qu'il offre à la société est assez particulière à relever. Dans cette matinale, je n'oublierai pas aussi de citer Nora Bouzida. Elle aussi, nous la connaissons sous une casquette actuellement, justement, elle active depuis une décennie ou même plus, je dirais depuis 20 ans dans le domaine humanitaire au service des cancéreux. Mais aujourd'hui, nous la recevrons sous son autre passion, casquette, je dirais. Il s'agit de l'édition, car elle est éditrice. L'édition Samar, c'est sa création et c'est toute une histoire d'amour que nous allons raconter dans un petit instant. Merci encore une fois, mesdames, messieurs, d'être avec nous ce matin. J'espère que vous apprécierez les profils que vous allez découvrir sur ce même plateau. Mais avant justement de dérouler le tapis pour nos invités, voici Feriel Chir qui est avec moi pour un point météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Et par Feriel Chir. Bonjour Feriel. Bonjour à vous Radia. Ça va? Ça va très bien, excellent. Bien réveillé ce matin? Oui, oui, ça va. Ouais. On n'a pas J'ai le l'impression choix qu'il va non faire plus, hein. beau, non? On doit se réveiller. J'ai l'impression. Oui, il faut se réveiller, surtout quand on travaille. Exactement. Ou quand on a des enfants Des à fois, accompagner, non, en fait. des fois on n'a pas envie, mais on est obligé. Voilà. Oui, je pense que certaines mamans vont se permettre une grasse matinée ces derniers temps. Oui, surtout les profs Avec, qui sont oui, en vacances. avec ce confinement. Elles sont, Oui. Ils sont tous en vacances, donc bon repos. J'espère qu'à la rentrée, enfin la semaine prochaine, ils seront en bonne santé. Et comme ça. armés, en Voilà. tout cas, qui, Oui. voilà, patience, et ben voilà, regardez la télé, regardez les programmes de Canal Algérie, offrez des jeux à vos enfants et jouez avec vos enfants surtout. Aujourd'hui donc, tout de suite, place à la météo et aux nouvelles du ciel avec Feriel Chir. Merci à vous Radia, Merci bonjour beaucoup. aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin, donc excellent réveil à vous tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui au programme des passages nuageux, beaucoup de brouillard, de la grisaille aussi, vers l'ouest, le centre avec quelques faibles pluies à l'intérieur ouest et centre. On notera aussi un temps passagèrement nuageux près des côtes ouest et centre. À l'est, le soleil reprendra le dessus au fil des heures et puis sur la partie sud, un ciel souvent un temps chargé de nuages, un temps variable avec un ciel chargé de nuages vers le nord Sahara, le sud des oasis. Ailleurs, rien à signaler, le soleil s'imposera généreusement. Les températures, les voici saisonnières. Il fera 16 degrés à Alger. On attend 17 à Oran, à Tlemcen, 15 à Naba, Skikda, 14 Galma, Sétif. Un minimum de 10 degrés est prévu pour Djulfa, 13 à Batna, 12 Relizan Chlef. Au sud, 18 à Bchar, 15 Hassim Saoudou, Les Djellal, 20 Elizi, 23 à Drar, Insalah, 27 à Tindouf, l'extrême sud, c'est le maximum. À présent, place à l'état de la mer. Pour aujourd'hui, nous aurons une mer peu agitée, avec des vents faibles, parfois modérés, qui varient généralement entre 15 et 40 km/h sur l'ensemble des côtes algériennes. Le soleil se couchera aujourd'hui à 18h04. Je vous remercie pour votre attention. J'aurai l'honneur de vous retrouver au courant de cette journée pour d'autres nouvelles du ciel. À tout à l'heure.
La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci beaucoup, Fariel, pour ces précisions. Donc, si je retiens bien, donc, temps mitigé sur l'Algérois, Exactement. quelques nuages, mais le soleil timide, mais il arrive quand même. Voilà, oui. Ça y est, j'ai bien retenu. Donc, 16 degrés sur Alger pour ceux qui ont manqué justement la présentation de Fariel Chir. J'espère que vous passerez une excellente journée, Vous Fariel. aussi, Radia. Elle ne peut que bien commencer avec une chanson, n'est-ce pas? Oui, tout à Allez. fait, voilà. Tout de suite, le groupe Triana, Mi Amor. Encore une fois, merci d'être là. Merci et bienvenue à tous ceux qui nous suivent ce matin. Excellent réveil également. Notre premier invité est déjà installé. Il s'agit de Samir Khmissi, ici présent. Bienvenue. Merci. Vous êtes le président de l'association Stop Agression Routière. Agressivité routière. Voilà, agressivité plutôt routière. Et voilà, vous avez souvent lancé des appels sur cette même tribune pendant des années. Donc, vous appelez à la vigilance, à la prudence, aussi à une, comment dire, à une responsabilité sur les routes. Bienvenue tout d'abord. Je vous remercie pour cette invitation. On vient d'écouter une chanson. Quand on écoute une chanson comme ça, on est, comment dire, transporté vers la joie de vivre, vers la beauté de la vie. Et souvent, certains conducteurs oublient qu'on doit profiter de cette vie en étant en bonne santé, en étant prudent, en protégeant les autres et en se protégeant, n'est-ce pas? Exact. Mais malheureusement, on se retrouve avec des chiffres effarants. Oui. Bon, on le redit toujours. Donc, si on est là à faire de la prévention routière, c'est des rappels. On est là pour éveiller des consciences. Donc, malheureusement, on se retrouve avec un bilan très lourd chaque année, approximatif 4000 morts chaque année, sans compter le nombre des handicapés aussi. Actuellement, le seul segment qui n'a pas trouvé de baisse, c'est le segment moto. Oui. Donc, malheureusement, on retrouve toujours des chiffres vraiment extrêmement alarmants. Actuellement, le parc moto, il occupe 3%. Par contre, il y a 21% d'accidents liés à la moto. C'est énorme. C'est quand même un chiffre très élevé. Très élevé, très élevé. Bon, la moto, vous connaissez parfaitement pour être vous-même un motard. Mais un motard averti et consciencieux. Tout à fait, tout à fait. Moi, ça fait 38 ans que je conduis de la moto. Oui. Donc, notre dicton, c'est un motard équipé est un motard épargné. Un motard équipé est un motard responsable. Oui. Donc, c'est le message qu'on essaie de véhiculer. Et surtout, on essaie de faire comprendre aux nouveaux utilisateurs de moto qu'on doit sécuriser notre passion. Donc, sécuriser la passion de la moto. Bon, la sécuriser, c'est-à-dire avec un bon comportement, être responsable, s'équiper et surtout ne pas faire des manœuvres dangereuses. Donc, si c'est pour utiliser la moto pour mourir, donc c'est pas la peine, mieux vaut ne pas la toucher. C'est vrai que ça peut être fatal. C'est fatal pour une frange de la société, des jeunes qui achètent des motos et que les parents ne suivent pas de très près aussi. À une responsabilité des parents par rapport à l'acquisition d'une moto. Il faut bien être autour de sa formation. Et est-ce que la formation a son impact sur ce taux d'accident assez élevé? Eh ben, malheureusement, c'est l'un des constats primaires que je suis en train de dire et de redire depuis l'année 2016, donc au niveau de la délégation nationale de sécurité routière. Donc j'ai toujours apporté ce constat. Maintenant, je me suis fait des ennemis, malheureusement, avec le syndicat des auto-écoles et certains responsables du ministère du Transport. Nous, on a parlé avec transparence. On est là, c'est pour essayer de sauver des vies. C'est notre objectif. Nos actions, ce n'est pas des actions commerciales. On est vraiment touchés. Donc voilà, donc on a établi des constats. Un moniteur et un examinateur qui n'a pas acquis une formation liée à la moto. Là, je parle de conduite de moto. Oui, tout à fait. Je parle de point d'équilibre. Je parle d'une synchronisation sur une moto. Sur une moto, c'est le véhicule le plus dangereux. Une moto, on est vulnérable. On n'est pas à l'abri des accidents. On peut chuter très très facilement. Il n'y a pas un motard qui n'a pas chuté. Donc, on se pose la question. C'est pas normal qu'un moniteur et un examinateur n'a pas acquis une formation spécifique. Qu'est-ce qu'il va transmettre? Donc c'est le cas pour certaines auto-écoles. Je dirais une majorité. Une majorité d'auto-écoles n'ont pas de personnes assez expérimentées pour. Bon, je rejoins le syndicat des auto-écoles, c'est vrai. Ils sont en train de dire que les auto-écoles ont clochardisé ce domaine. Oui, certes, c'est vrai. Maintenant, on ne parle pas du code de la route. Le code de la route, n'importe qui peut l'apprendre. Mais là, on parle de conduite de moto.
On parle d'un véhicule Il extrêmement faut dangereux. maîtriser sa monture, comme on Tout à dit. fait, Hein. tout à fait. D'ailleurs, à mon niveau, donc j'ai créé Khmissi Academy Biker. Il y a des joints, il y a des personnes qui nous rejoignent, qui refont un recyclage. Quand, je leur enseigne à Donc une fois le permis acquis, vous pouvez Exact. toujours offrir une formation supplémentaire C'est ce des qu'on cours appelle de perfectionnement. Tout à fait. C'est ce Oui. qu'on appelle c'est un stage de perfectionnement et en même temps on apprend à développer ce qu'on appelle de la conduite défensive, c'est-à-dire apprendre comment anticiper en cas d'obstacle. Et bon, il n'y a pas de raison à ne pas copier. Donc la moto, c'est les étrangers qui l'ont créée. Donc il n'y a pas de raison pour ne pas copier et pour surtout, je parle de sécuriser la communauté motard algérienne. Tout à fait, par Voilà. le port du casque. Tout à fait, Voilà, le surtout. vôtre porte votre nom, prénom, un petit drapeau algérien, ça Oui, j'aime bien, ça, la c'est- touche oui, algérienne. bien sûr, bien sûr. Et puis bien sûr le Résus. Le registre, c'est très important. Le Résus, en cas d'accident, c'est Exact, très... exact. Voilà, Donc, c'est- quand c'est porté par le casque, Donc c'est pour aider surtout la Oui. protection civile, donc c'est-à-dire pour au moins établir des Une prise en démarches charge rapide, oui. rapides. Donc je parle aussi, donc c'est un appel que je relance toujours. Il n'y a pas que notre crâne que c'est la partie fragile. La deuxième partie fragile, c'est la colonne vertébrale. oui. Donc sur certains cas d'accident, quand il s'agit d'impact, la partie la plus sensible, c'est la colonne vertébrale. Oui. Et on a aussi le bassin, c'est les fractures les plus fréquentes où le motard est soumis. Donc on ne doit pas négliger Absolument. la tenue corporelle, c'est-à-dire avec les protections, protection dorsale, les épaulières, coudières, le pantalon aussi avec les protections et surtout les chaussures, les parties sensibles, que ce soit la cheville et sans oublier les gants aussi. Parce qu'une petite chute, le premier contact, donc c'est nos mains qui Il faut sont... protéger également Voilà, la main. Donc exactement. les parties sensibles du corps à fait. doivent être épargnées, protégées par tous ces accessoires qu'il faut absolument acquérir en même temps que la moto. Tout à fait. Donc si on a assez d'argent pour acheter tel ou tel modèle de moto, on peut rajouter comme ça une petite marge pour sa Justement, sécurité. c'est un problème, je dirais, c'est un problème psychologique aussi. Oui. Malheureusement, bon, quand on mène nos actions, donc quand on arrête des jeunes utilisateurs de moto, on leur pose pourquoi vous portez pas le casque. Alors la majorité disent qu'on est juste là, juste à côté. Oui. La majorité disent que je peux pas acheter ce casque, mais allez en fonction de votre Voilà. budget. Il y a Moi- différents modèles, effectivement. Moi, il y a des personnes qui viennent s'entraîner chez moi, donc qui n'ont pas acquis un permis. La première des choses que je demande, c'est d'acheter un casque. Très En bien. premier lieu, le casque, après la veste, après les gants. Et on va selon son budget. Maintenant, il n'y a pas de raison, sur le marché, c'est accessible à tout le monde. C'est à la portée de tout le monde, avec des prix très attractifs. Mais malheureusement, les jeunes, donc, ils préfèrent rouler sans casque, donc pour un peu frimer si on veut. Mettre du gel donc pour se faire montrer. Montrer Oui, exact. tout Oui. ça, Et se ne pas mettre prendre en considération en valeur, leur oui. sécurité. Donc voilà. Oui, mais Samir Khmissi, voilà, votre vie n'a pas été consacrée à cette association tout le temps. Vous aviez une vie et cette vie a complètement basculé à un Tout à fait, certain, tout à fait. voilà, en 2013 Tout à fait. en fait. C'est dire aussi qu'un accident de voiture, un accident de la route peut changer le cours d'une vie. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de votre expérience Oui, bien personnelle, sûr. si vous le permettez? Bien sûr. Donc aussi c'est le message que je relance toujours. Personne n'est à l'abri des accidents. Donc voilà. Donc ma mère en 2013 a eu un accident vraiment bête. Donc c'était en pleine agglomération, à 10 mètres d'un barrage de police. Donc elle allait traverser. Elle se fait percuter par un véhicule qui prend fuite. Et ça a carrément basculé notre vie. Oui. Donc on s'est retrouvé avec deux malades. Donc mon père aussi n'a pas accepté Le la choc situation. a tout été à fait. pénible pour lui, Oui. oui. Donc il a eu de gros problèmes de santé, donc il en souffre jusqu'à présent. Et elle a vécu 10 ans sur un fauteuil. 8 ans plutôt. 8 ans, presque une dizaine d'années. Qu'est-ce que 8 ou 8 10 ans, ans, ça n'a pas été facile. On l'a vu vraiment souffrir. Toute notre famille a souffert en même temps. Et croyez-moi, pendant 8 ans, on était là à regarder et sans pouvoir rien faire. Oui. Et ça Si, fait- vous avez fait beaucoup, Allah yarhama. C'est un devoir. Grâce à C'est un ça, devoir. vous avez aussi aidé d'autres personnes. Il y a eu votre maman que vous avez pris en charge D'ailleurs, c'est son complètement. slogan. D'ailleurs, c'est son slogan, stop agressivité routière. C'est elle, C'est elle qui l'a choisi. C'est elle qui l'a choisi. Donc Oui. voilà. Allah yarhamha, elle Ouais, nous a ouais. quittés il y a 2 mois. 2 Donc mois, cette femme combattante et battante donc nous a
quitté après avoir lutté justement pour survivre à cet accident. Donc, Allah yarhamha, et courage à toute votre famille. Hein. Ça fait partie de la vie. Donc, Oui, absolument. ce qu'on veut aussi faire passer le message, c'est que j'aimerais pas que les gens ressentent ce qu'on on la voit à l'image, souriante, pleine de vie, tout à fait, au milieu d'une couronne fleurie. C'était un petit peu son esprit qui elle était toujours là aussi présente lors de nos actions aussi. Donc, donner toujours conseil aux motards. Bon, c'est une dame qui n'a jamais été contre la moto. Donc, elle m'a toujours soutenu. Bon, les conditions, c'était toujours, bien sûr, d'être équipé et de ne pas faire de faire faux. attention. Voilà, exactement. Et bon, on la remercie parce qu'on a acquis la bonne éducation. Oui. En fait, pour revenir justement à ces accidents parfois dramatiques qui surviennent sur nos routes, et il y a aussi cette histoire de permis non vraiment pas très... Un gros problème. C'est un gros problème. Justement, je vais le soulever. Oui. C'est éventuellement que l'appel que je lance aux autorités et aux concernés. Maintenant, quand on parle de catégorie de permis moto, il y a deux catégories. La catégorie A1, qu'on conduit juste un 125, c'est-à-dire pas plus de 125 cm3. La catégorie A1, on peut la passer à partir de l'âge de 16 ans avec une autorisation paternelle ou maternelle. D'accord? Mais la grande contradiction, c'est lors de l'examen, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver juste l'examen du code. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conduite. D'accord. C'est-à-dire qu'à l'âge de 16 ans, on est en train de donner un permis à nos enfants et leur dire allez mourir sur les routes. Donc, à l'âge de 16 ans, on n'a pas acquis une formation de moto. Pour moi, c'est extrêmement grave. Et c'est un problème que j'ai soulevé au niveau de la délégation de la sécurité routière. Ça a été pris en considération, mais malheureusement encore, ce n'est pas appliqué côté formation. Actuellement, l'étude... C'est une formation assez spécifique, qui a ses codes, qui a ses règles, on parle de moto. On parle de moto, on ne parle pas d'une voiture. Sur une moto, on n'est pas à l'abri des dangers. On peut chuter très très facilement et on doit apprendre beaucoup de choses, c'est-à-dire synchroniser le regard, synchroniser l'équilibre. Je le répète, sur une moto, c'est le véhicule le plus dangereux. Maintenant, on est aussi dans la contradiction. Actuellement, l'ETUSA est en train de faire des formations des moniteurs, CAPP. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans le stage? On retrouve que la formation théorique. C'est pas normal. Alors si on délivre un diplôme à une dame, exemple, qui ne connaît pas une moto, qu'est-ce qu'elle va transmettre? Et demain, on la retrouve à la tête d'une formation. C'est une grosse contradiction. Donc c'est là qu'on est en train réellement de... Avez-vous réfléchi en tant qu'association à des solutions? Est-ce que vous avez eu déjà à proposer des solutions bien sûr, aux syndicats des conducteurs? Ça fait depuis 2016 qu'on en parle. Ça fait depuis 2016 et à chaque fois, des responsables du ministère du Transport nous disent oui, c'est pris en considération et qu'on va, Inch'Allah, bientôt prendre des mesures pour essayer de développer ça, mais ça n'a pas été fait. Mais concrètement, quelles pourraient être les mesures vraiment à même de protéger justement les conducteurs? Actuellement, je suis le seul qui fait des cours de recyclage. Donc il faut et de passer par une formation de Justement, bon, je ne peux pas être seul. C'est un appel que je lance aussi à l'intérieur du pays pour pourquoi certains motards ne viendraient pas à mon niveau pour devenir des formateurs comme moi. Oui. Donc voilà, et essayer de sauver ces jeunes, parce que là, le parc moto, il va s'agrandir, d'une part. Il s'est agrandi. Et il va s'agrandir encore. Donc beaucoup d'entreprises ont opté pour un parc moto. Si vous voyez actuellement les livreurs, donc c'est la course contre la montre. Absolument, la livraison voilà, se fait exactement. Voilà, ça, c'est un métier qui a tendance à prendre de l'ampleur depuis la Covid, mais qui est mal mis sur nos routes. Maintenant, si on voit que certaines entreprises recrutent n'importe quel jeune et les voir conduire, en tous les cas, tout le monde le voit, c'est une réalité. Ces jeunes qui courent derrière des courses pour gagner plus d'argent, avec des contradictions totales, sur le port du casque, l'utilisation du portable à la main, sur une moto, c'est contradictoire. Vraiment, c'est un gros chantier. Oui. Il y a énormément de choses à régler, et surtout l'appel que je lance actuellement au niveau des autorités. Là, nous, personnellement, on passe devant un barrage, on nous arrête, on est équipé, et d'une part, on voit d'autres jeunes passer devant eux, c'est-à-dire sans casque, sans rien. Et là, ça fait mal, ça fait vraiment mal, parce que les conséquences,
on se retrouve avec un bilan de 21% d'accidents liés à la moto. Voilà. En tout cas, bravo. Je le disais tout au début de l'émission, ce sont des expériences humaines très particulières qu'on allait présenter ce matin aux téléspectateurs de Bonjour d'Algérie. La vôtre est assez intéressante dans la mesure où vous vous êtes dévoué complètement au service de la société à travers cette association Stop Agressivité Routière. Donc, bravo pour tout ce que vous faites et vous continuez certainement le combat. Bien sûr, j'ai prêté serment à ma mère Albert Hama. Et mon objectif, d'ailleurs, le slogan que j'ai commencé à développer cette année, donc le dicton en arabe, c'est « Unta li tkhtar le casque ou la sbetar ». D'accord. Donc notre objectif, Inch'Allah, c'est faire porter le casque à tous. C'est toi qui choisis entre le casque et l'hôpital. Voilà. Très bien. D'accord, voilà qui est traduit. Merci beaucoup Samir Khmissi, je vous souhaite vraiment le meilleur en cette nouvelle année. Une année safe, une année en toute sécurité, pourquoi pas, pour nos conducteurs et pour les jeunes qui sont passionnés de moto. Faites attention, voilà, et rapprochez-vous de cette association. Si vous sentez que vous n'êtes pas vraiment, vous ne maîtrisez pas vraiment votre moto, allez-y, protégez-vous et protégez vos familles et les conducteurs voilà, qui sont sur la route et qui partagent les axes routiers que vous traversez. Merci infiniment. Et nous, quant à nous, nous allons tout de suite découvrir un portrait, celui d'un physicien, Mohamed Akram, rencontré par notre reporter Mariam Damis. Passionné de physique théorique, Mohamed Akram Fellah a parcouru le monde pour ses études. Après avoir obtenu sa licence et son master à l'université de Constantine, il obtient une bourse pour étudier les mathématiques à l'université de Cape Town en Afrique du Sud, un tremplin qui lui aura permis d'obtenir une autre bourse pour un doctorat en physique théorique au Canada. L'École nationale polytechnique d'Alger l'a sollicité pour partager avec les étudiants et les professeurs présents son parcours et son expérience. J'ai fait des recherches, j'ai publié des articles. Et après ça, j'ai travaillé à le Centre européen de recherche nucléaire à Genève. Aujourd'hui, ce jeune trentenaire et chercheur physicien théoricien à l'Institut de physique de l'Université de Waterloo au Canada. Parmi ses souhaits les plus chers, collaborer avec les universités algériennes. Il y a une collaboration avec des autres universités les États-Unis, comme State University of New York, Stony Brook. Et il y a d'autres choses dans le futur, mais aussi je veux collaborer avec des universités algériennes et des chercheurs algériens dans ce domaine-là. À cette occasion, un certificat honorifique lui a été remis en reconnaissance de ses travaux, mais aussi en souvenir de son pays. Voilà, aujourd'hui, nous allons également présenter le profil d'un formateur, et pas n'importe lequel. Il excelle justement dans l'accompagnement des projets liés au développement durable, entre autres, mais aussi à l'humanitaire. Et j'ai nommé ici là Mokran Abdenbi. Bienvenue. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Ça va ? Ça va très bien, merci. Alhamdoulilah. Alors, on est ravis de vous retrouver et de parler un petit peu de votre passion. Vous vous êtes spécialisé, vous avez fait un choix à un moment de votre vie où vous êtes orienté vers l'ingénierie de la formation. Oui. C'est ça. Oui, effectivement. Donc, après des missions de consulting et de formation auprès des associations et des organisations de la société civile algérienne, et après aussi des missions d'expertise en développement local avec des bailleurs de fonds en Algérie. Donc, et après la fin des programmes ici en Algérie, donc j'ai constaté qu'il y a un vide, qu'il y a un besoin. Donc, et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de développer une démarche, une réflexion et de dire pourquoi on ne va pas aller vers des initiatives d'accompagnement des projets de développement et aller directement vers la conception des formations pratiques à la demande aussi de nos artisans. Voilà, donc vous êtes un peu écarté de votre formation initiale en sciences politiques, n'est-ce pas? C'était le premier cursus que vous avez suivi, c'était celui-ci. Ah oui, effectivement, donc j'ai commencé mes études, donc j'ai emprunté la voie des Sciences Po, après plusieurs formations aussi à l'étranger, et notamment à l'Université Senghor, à Alexandrie, aussi au Centre de développement local, de développement local aussi à l'Université de Lyon.
Donc, c'est des formations qui m'ont aidé à consolider mes compétences aussi et d'aller directement vers la conception de ce genre de formation. Donc, je vois qu'il y a une relation très, très logique entre mon parcours parce que ça m'a permis aussi Oui, parce de que contribuer. vous étiez déjà dans le domaine qui vous intéressait le plus, apparemment, hein. Beaucoup plus que les sciences politiques. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc, il faut dire que les sciences politiques m'ont guidé vers la filière de développement local, de la société civile, des systèmes de partenariat aussi qui existent entre les collectivités locales et les organisations de la société civile. Oui, vous avez toujours été militant associatif, en tout cas. Bien sûr. Voilà. Oui. On peut peut-être citer les expériences dans ce domaine, dans le domaine associatif. Ah oui, bien sûr, en Algérie, bon, j'ai commencé dans les années 2000, donc j'étais éducateur de proximité bénévole dans une association nationale algérienne. Et ensuite, j'ai intégré le réseau algérien de la jeunesse engagée de la fondation allemande Friedrich Ebert. Après, aussi plusieurs formations avec des associations algériennes. Et lorsque j'ai commencé mes études en France, parce que j'ai fait un master en développement local, gestion des collectivités locales, et du coup, j'ai profité de mon long séjour en France, afin d'intégrer des associations comme le Restos du Cœur, les Petits Frères des Pauvres et les associations qui prennent en charge les personnes en difficulté. Oui, donc, vous aviez envie aussi de découvrir le fonctionnement, j'imagine, de voir de l'intérieur comment ça fonctionne, quelles sont les motivations, les leitmotifs de chacun, etc. Exactement, exactement. Ouais. Donc c'est un besoin aussi de valoriser nos compétences à travers le bénévolat et ensuite aussi de dire qu'il y a un besoin de formation, on se forme en même temps. Et on valorise nos compétences et on contribue aussi à cette dynamique sociale, que ce soit en France ou en Algérie, en matière de ce que peut apporter la société civile aux personnes fragiles et vulnérables ou bien aux jeunes en difficulté. Aujourd'hui, les associations s'adressent à vous pour renforcer les compétences de tous les bénévoles qui sont en action actuellement, n'est-ce pas? Vous avez eu plusieurs expériences dans ce sens. Exactement, exactement. En Algérie, il y a plusieurs associations qui font appel à mes services de consulting et de formation afin de les aider, de les accompagner dans le volet renforcement des compétences, mais aussi de les intégrer dans les formations que je contribue dans la conception, comme la formation en transformation laitière et la création des activités génératrices de revenus. Donc il y a vraiment un intérêt de la part des organisations de la société civile algérienne à ce genre de formation, beaucoup plus aussi à intégrer le système de réseautage associatif. Oui, en fait, c'est l'action qui vous stimule le plus actuellement. Vous êtes sur ce modèle de formation intégrée en faveur de la femme rurale. Et voilà, la dernière expérience, vous l'avez vécue où? Dans quelle région? Donc, concernant notre formation en transformation laitière, donc c'est une formation aussi qu'on organise chaque mois à Tizi Ouzou, exactement dans la localité de Deth-Mendes. Et bien sûr, la dernière formation, c'était la contribution à la formation d'ambassadeurs de l'environnement organisée par l'association Oxygène de Delguina à Béjaïa. Donc, où nous avons contribué dans la formation par un atelier sur la concertation, ce que j'appelle la triade de concertation entre la société civile, la collectivité locale et les centres de recherche et de l'université, dans le but aussi de créer une dynamique de développement local au niveau de nos collectivités et nos départements. Très bien. Est-ce que vous faites aussi le suivi ou est-ce que ce sont juste les associations ou bien les collectivités locales qui assurent la continuité par la suite? Vous assurez seulement la formation ou est-ce que vous êtes curieux de voir ce que deviennent ces femmes? Ah, bien sûr, je suis très, très curieux parce qu'on est parti d'un constat aussi, parce qu'à chaque fin de programme, on reste aussi sur notre soif parce qu'il y a toujours une demande d'accompagnement. Donc c'est l'une des causes qui m'a motivé pour aller dans cette ingénierie de formation et dans la création d'un accompagnement solide au profit de la femme rurale. Donc à chaque formation, même dans la nomenclature de cette formation, on organise un volet accompagnement, que ce soit administratif et technique, au bénéfice des participants à cette formation et bien sûr pour la femme rurale. La toute dernière expérience a été vécue, je pense, il me semble, à Saïda. Oui, donc c'est dans un autre volet. Ah oui, Saïda, c'était le début de notre expérience parce que Saïda, on a participé j'ai participé en tant que chef de mission avec deux consultantes.
dans la formation de 20 femmes participantes, 20 femmes rurales dans la localité de Hounet sur la transformation laitière et l'élevage capra. Donc après la fin de cette formation, donc, on a constaté aussi des difficultés, des lacunes de ces femmes à s'organiser autour de cette activité sous forme de coopérative. Donc bénévolement, on a continué cette activité avec nos moyens personnels afin de les aider. Donc ça a créé une dynamique. Est-ce qu'elles y arrivent maintenant? Est-ce qu'elles sont productrices déjà ou pas encore? Elles ne sont pas productrices vu les difficultés déjà d'avoir la matière première qui est le lait dans une région très lointaine comme... il y a beaucoup de caprins pourtant dans la région, non? Non, ce n'est pas le caprin laitier, mais c'est le caprin en général qui est utilisé dans... la transformation. Voilà, donc on essaie aussi de les orienter, de créer une sorte de dynamique avec les laiteries existantes dans la wilaya de Saïda et bien sûr de les intégrer parce que aussi elles ont bénéficié de cette formation, mais aussi c'est des artisans donc, qui font aussi de belles choses, de très belles choses. Donc en attendant de créer cette coopérative, nous les avons intégrés au concept de notre formation solidaire. En matière par exemple de préparation des stands, de dégustation par exemple de nos fromages, on fait appel à ces femmes rurales. Déjà on achète des produits artisanaux déjà pour déjà renforcer, pour les aider déjà à améliorer des produits du terroir, à promouvoir. Et bien sûr, à valoriser, parce que c'est vrai que c'est un produit qui est souvent savoureux, qui est fait avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amour. Donc, et ça donne des produits quand même d'une grande qualité sur le plan naturel aussi. C'est pas mal, c'est très riche. Et donc, voilà, ces femmes vont pouvoir être productrices dans peu de temps, j'imagine. Inch'Allah, donc on souhaite que cette année, ce sera bénéfique pour ce groupe de femmes rurales de Hounet parce qu'on est à cheval aussi, on est toujours en concertation avec ce groupe de femmes et avec aussi la collectivité locale dans la wilaya de Saïda afin de les aider à créer cette coopérative de solidarité féminine pour la production et la transformation laitière. Tout à l'heure, on parlait de Bjaya, il y a 15 jours, donc vous y étiez, justement à l'effet d'encadrer tous ce que vous appelez, vous, les ambassadeurs. C'est ça, oui. Les ambassadeurs de l'environnement, donc dans le cadre de cette coopération avec l'association Oxygène de Bjaya. Donc, pourquoi cet intérêt pour l'environnement? Là, on sent que vous vous êtes vraiment orienté, de par la seconde formation que vous avez faite à Alexandrie, donc en Égypte. Voilà, c'est déjà une orientation, un choix. Qu'est-ce qui a motivé? Qu'est-ce qu'il y avait dès le début? Bien sûr, dès le début, parce qu'il y a toujours un besoin. Il y a des problématiques qui concernent l'environnement en Algérie. Et du coup, on a besoin aussi de renforcer nos compétences. Déjà, le besoin en matière de formation. Après, le besoin en matière de réseautage aussi. On a toujours besoin aussi d'aller vers des actions concrètes et solides afin de valoriser et de sensibiliser par rapport à la thématique environnement. Et du coup, même sur la thématique environnement, on voit qu'il y a beaucoup d'activités génératrices de revenus qui découle aussi de la thématique environnement. Dans la transformation laitière, par exemple, on utilise beaucoup de produits issus de la forêt. Donc on fait appel à la compétence, par exemple, dans le cadre de cette formation, transformation laitière, on fait appel à la compétence de Parc national de Djurdjura. Exemple, par le biais du secteur de Téléguilef ou bien par le volet éducation environnementale à travers les visites qu'on effectue régulièrement au musée de la biodiversité à Téléguilef. Très bien. Donc justement, vous aimez beaucoup ce musée de la biodiversité. Il n'est pas très connu, on devrait s'y intéresser davantage. Mais vous préférez donc dans cette région un petit village très très apprécié aussi par les vacanciers, Bourgny, où il y a énormément de paysans très jaloux de leurs habitudes et de leurs traditions. Donc là, vous avez aussi un petit QG, on dira, un petit atelier, rien que... Oui. Voilà, pour vous et vos amis, pour développer ces idées brillantes dans le sens de l'environnement. Donc exactement, à la localité d'Esmendes, à la commune de Bourgny, on travaille de collaboration avec la famille Bouzidi, donc c'est l'atelier Tiniri pour le fromage artisanal. Donc on a essayé de les accompagner déjà pour améliorer le produit, le rendre plus accessible aussi, et bien sûr développer la formation, parce que la formatrice qui travaille avec nous, en même temps c'est la responsable de cet atelier. Donc à travers aussi, on a essayé de développer l'aspect formation, mais bien sûr aussi lorsqu'on reçoit des gens, il faut les offrir aussi un hébergement, un accueil, restauration bio et saine.
Donc on a développé aussi la formule accueil chez l'habitant. Exactement. Donc avec cette famille-là, il y a aussi un intérêt de la part des habitants à aller vers cette formule aussi afin de développer l'activité touristique, l'activité aussi artisanale dans cette localité. Il faut dire aussi le tourisme écologique est de Exactement. mise là-bas. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gîtes dans la région de Borny et puis jusqu'à Talaguilef, un peu Oui, plus oui. haut. Oui. Il y a beaucoup de gîtes, il y a beaucoup aussi de personnes, d'entrepreneurs aussi qui offrent leurs services. Mais nous, dans notre démarche, on favorise aussi l'accueil chez l'habitant parce que c'est une bonne pratique aussi qui permet à beaucoup de familles d'avoir un revenu suite aussi, bien sûr, à ce qu'on a vécu. Oui. L'année passée, L'année passée, les aussi. incendies Donc, qui ont ravagé un peu ce Djurdjura. genre d'activité solidaire aussi qui permet aux familles d'avoir un revenu déjà pour améliorer leur quotidien. Oui, leur qualité de vie. En fait, quand on a eu notre première conversation, Monsieur Mokran Abdenbi, voilà, pour moi, vous étiez un formateur indépendant, un expert indépendant, donc en accompagnement de projets de développement durable et de projets humanitaires. Aujourd'hui, j'ai la surprise d'entendre nous, nous et nous et nous. Vous êtes qui? C'est un petit groupe, alors on va oui. saluer aussi le groupe qui vous accompagne. Parce Merci. que pour moi, c'était une personne et un profil en particulier que je voulais vraiment présenter au public. Et puis là, je découvre que vous êtes un petit groupe, un petit noyau. Donc, est-ce qu'on peut en parler? Oui, bien sûr. Donc, l'idée déjà m'est venue après mes différentes consultations avec la délégation de l'Union européenne et l'expertise, mais aussi l'idée aussi, il y a beaucoup d'intervenants, de collaborateurs. Oui. Du coup, on travaille avec une formatrice en transformation laitière et aussi on travaille avec des couturières. On travaille aussi avec des éleveurs. Les éleveurs aussi beaucoup plus de caprins, donc, et bien sûr avec nos partenaires. C'est un partenaire privé qui est une école pour valider déjà le processus de formation, une école privée de formation professionnelle. On a aussi le parc national de Djurdjura qui est toujours présent. Du coup, l'idée de dire aussi que l'idée, il y a une personne qui mène l'idée, la réflexion, mais aussi pour la concrétiser, il faut une démarche inclusive et participative. Très Du coup, bien. c'est pour cela qu'à chaque fois, je dis nous, parce que c'est un réseau C'est tout un informel, réseau finalement. un réseau de compétences solidaires que j'appelle un réseau de compétences solidaires aussi autour de cette activité qui est la transformation laitière et des activités qui ont des connexions avec cette activité principale. Donc bien. j'ai cité la poterie, la couture traditionnelle, j'ai cité aussi l'accompagnement en éducation environnementale, animation environnementale aussi, les activités de parc. On a aussi déjà dans l'accompagnement, la validation des formations, actuellement on a conclu une convention avec la direction de la formation professionnelle et la Chambre des métiers. Dire aussi qu'il y a beaucoup d'intervenants dans cette approche de formation, ce que j'appelle la formation solidaire. La formation solidaire, donc ça a été votre cheval de bataille depuis combien d'années déjà? Sur cet aspect, on est presque à une année déjà de lancement qu'on a lancé ce produit de formation. Mais avant, déjà, on a mené des actions et des consultations avec les différents bailleurs qui travaillent en Algérie. Très bien. Donc sur cet aspect, on a presque une année déjà d'existence et de formation. On organise sur le plan formation, chaque mois, on organise au minimum une session de formation intensive qu'on organise les week-ends parce que ça favorise aussi la rencontre et la disponibilité aussi des participants. Mokran Abdenbi, donc au début de cette conversation, on disait que vous aviez opéré un virage à 180 degrés depuis votre premier cursus universitaire où vous étiez en sciences politiques. Aujourd'hui, donc avec le recul, avec toutes ces expériences humaines vécues, enrichissantes, je dirais, est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit « Ah, j'ai bien fait » et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit à ce moment-là, oh là là, j'ai bien fait. Qu'est-ce que ça fait plaisir? Ah oui, bien sûr. C'est arrivé quand, par exemple, la dernière fois? À chaque fois que je fais une petite révision sur ma démarche et ma réflexion, je dis, je suis fier de ce que je fais, j'ai fait le bon choix déjà et j'ai toujours gardé à l'esprit que mon objectif, après ce cursus de formation très long aussi, de contribuer aussi au développement local, au développement de la compétence de la femme rurale, au développement d'accompagner les jeunes en difficulté, d'accompagner les associations.
Donc je considère que je suis en parfaite symbiose avec mes formations, avec aussi mes idées que j'ai déjà, si je reviens en arrière, depuis 97. Ouais. Voilà. Très bien, je suis contente pour vous, hein. Mokran Abdenbi, donc je rappelle que vous êtes formateur et expert indépendant en accompagnement de projets de développement durable et de projets humanitaires. Votre témoignage a été précieux ce matin. On a découvert un profil vraiment qui est complètement investi dans la solidarité, dans le développement, donc au service de la société. Comment faire pour vous contacter, Mokran Abdenbi? On est présent sur les réseaux sociaux. Par exemple, la formation, c'est la formation fromagère intégrée sur le réseau Facebook. Et bien sûr, je suis toujours disponible parce que je suis quelqu'un qui contribue quotidiennement au renforcement de la société civile par les publications, j'écris aussi des contributions dans différents organes de presse, soit en Algérie ou bien à l'étranger. Je suis présent sur le Facebook et je peux mettre mes coordonnées aussi au service de... Très bien, excellent. Donc voilà, ceux qui nous suivent ce matin pourront, en cas de besoin, en cas vraiment d'envie de développer une activité dans ce sens, la production laitière, la transformation laitière, entre autres, parce que c'est l'objectif actuel de notre groupe solidaire que nous avons présenté à l'instant. Donc voilà, vous pourrez contacter Mokran Abdenbi, qui est ici présent et qu'on remercie pour sa contribution ce matin. Merci beaucoup, madame. Voilà. Merci. Ils sont également dans le même sens, dans le même sillage, une école de formation, l'école de formation de chef de projet CEPAM, donc œuvre dans le même sens, l'encouragement de la jeunesse et des promoteurs et des nouveaux créateurs d'entreprises. Sabrina Khlifi va nous faire le topo justement et nous présenter davantage, avec de plus amples détails, cette école. C'est pour tout de suite. Ah ben tu commences l'autre fait, vas-y. Assis tranquillement devant son ordinateur, M. Chef Mounir commence son cours par visioconférence. Les étudiants qui assistent aujourd'hui sont d'Alger, de Annaba et de Béjaïa. Ils suivent la formation de chef de projet. Et cette formation, elle est très très importante parce qu'elle fait sortir le métier de chef de projet. Donc le mot métier déjà n'est pas encore admis dans notre pays, parce qu'un chef de projet en Algérie, c'est un ingénieur, un universitaire. Dès qu'il termine ses études, on lui dit « vous êtes chef de projet ». Donc il va réaliser un projet, c'est un fait, avec de bonnes intentions. Il est compétent. Il va le faire selon le bon sens et selon son expérience. Il ne le fait pas selon des normes, particulièrement la norme ISO 21502. Et c'est ce que je suis en train de mettre en place. Et pour les avoir en là. Une formation pour maîtriser les étapes clés et identifier les priorités d'un projet et construire ses outils de gestion du temps. Elle est destinée aux diplômés d'un Bac plus 3 ou plus dans le domaine technique et Bac plus 4 ou Bac plus 5 pour les autres spécialités. À une problématique. Dans mon domaine de l'informatique, on s'est rendu compte, dans l'élaboration de la méthode de management de projet, qu'il y avait un haut taux d'échec pour les projets. Après la sortie du référentiel PMP, on a pu, c'est-à-dire formaliser dans certains aspects du management de projet, faire baisser ce taux d'échec. Donc pour ma démarche à moi, c'était en quelque sorte, c'est-à-dire un couronnement de ma carrière. Je voulais faire cette certification pour valider l'expérience que j'ai eue à travers ma carrière. Étant jeune diplômé, je voulais commencer ma carrière sur de bonnes bases, c'est-à-dire acquérir un métier qui est chef de projet. Le programme est basé essentiellement sur la norme 21502, qui est une norme gouvernementale internationale. Je me surprends à appliquer d'ores et déjà ce que j'ai appris dans cette formation, dans le début de ma jeune carrière. Alors, l'autre fille, tu te... Ayant bénéficié de la formation en 2017, M. Salim Ben Asla a participé au cours d'aujourd'hui afin que les étudiants s'imprègnent de son expérience. Je dirais que c'est des documents Après la formation, je vais bénéficier beaucoup de choses concernant la gestion de projet. Finalement, j'ai compris comment gérer un projet de A jusqu'à Z, comment démarrer, comment achever le projet et quel est le chemin choisi pour arriver
du projet. Donc, je bénéficie aussi de cette formation. J'ai compris que le chef de projet, il faut être un leadership dans tous les sens. La dernière fois, on allait... Le chef de projet est central sur tous ces aspects. Il représente statistiquement 75% des facteurs de succès d'un projet. Je vais vous montrer un exemple de processus, n'importe laquelle. J'espère que les couronnes seront nombreuses autour de nous, justement. Après ce petit spot, justement, nous avons le plaisir de rencontrer celle qui lutte contre un autre fléau. Il s'agit de Nora Bouzida, ici présente, qu'on connaît à travers sa présence et sa contribution dans l'association LML, entre autres. Bienvenue. Merci. Voilà. J'imagine que le sujet sanitaire occupe énormément de conversations dans votre vie de tous les jours. Comme tout le monde, je pense. Maintenant, on peut vraiment dire comme tout le monde. Comme tout le monde, oui. Parce qu'avant, vous étiez un groupe comme ça, un groupe d'humains à œuvrer en faveur des personnes atteintes de cancer. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à la santé et à la préservation de l'humanité tout entière. Tout à fait. Et il faut dire que cette catégorie de patients est particulièrement fragilisée par rapport à ce Covid, puisqu'elle est immunodépressive, donc elle manque d'immunité. Donc nous faisons tout pour les protéger, plus que d'autres. Nous leur donnons vraiment beaucoup de conseils, tout en essayant de ne pas arrêter notre soutien, parce que le cancer, malheureusement, n'est pas une maladie qui attend, qui patiente. Elle continue son travail destructeur des cellules du corps humain. Et donc, nous n'avons jamais arrêté, même si, quand il y a des pics comme ça, nous fermons le siège de l'association, mais nous sommes au téléphone, à travers notre page Facebook, et nous orientons vraiment les patients vers les médecins qui nous aident aussi beaucoup. Donc, nous remercions tout le monde et il faut continuer à lutter contre le cancer. Absolument. Et d'ailleurs, très prochainement, la journée mondiale de lutte contre le cancer est le 4 février. Donc, nous préparons un travail important d'information à travers tous les moyens de communication qui sont disponibles, à commencer par Facebook, parce que le cancer, c'est aussi une maladie qu'on peut prévenir au moins à 30-40% pour le cancer du sein avec la mammographie, pour le cancer du côlon avec des bilans, pour beaucoup de cancers avec le bilan, la prostate, même la leucémie, beaucoup de cancers sont maintenant possibles à prévenir en grande partie. Voilà, on est à une époque, Nora Bouzida, où le check-up annuel est recommandé pour tout le monde. Tout à fait. Voilà, il faut faire attention à sa santé, en prendre soin autant que possible. Mais si Nora Bouzida est avec nous, mesdames, messieurs, aujourd'hui, c'est aussi pour parler d'une autre passion, d'un rêve, un embryon d'idées comme ça qui est né, comme je disais tout à l'heure, et qui s'est concrétisé grâce à ses efforts, à sa foi en son projet d'édition. Voilà. Oui. L'édition, c'est aussi votre dada également. En fait, oui, c'est ma vie professionnelle en grande partie depuis
2004, quand donc j'ai fondé cette maison d'édition avec un ami et puis après aujourd'hui avec aussi un moment avec 2 autres amies femmes. Mais moi là, je suis là encore aujourd'hui parce que au-delà de la profession, il y a la passion. Et peut-être que c'était ça le début, la passion de la lecture. Vous étiez une grande lectrice à l'époque? Depuis toujours, aussi loin que je me souvienne de moi-même, j'ai toujours eu un livre à la main, partout, à tout moment de la journée. Il y avait parfois pendant les vacances des moments, des journées où je passais d'abord une matinée à lire avant de faire autre chose. Quand on partait en vacances à la campagne, à l'époque c'était une journée de train par exemple, pour arriver le train c'est pas mal pour la lecture. Ah c'était génial, c'était génial. Mais je transportais mes couffins. J'avais des carrément. couffins, oui. J'avais des couffins parce qu'il n'était pas possible d'avoir, j'avais rien. Il n'y avait pas Internet à l'époque et tout. Donc j'arrivais là dans mon coin de Kabylie et au-delà du plaisir de retrouver mes racines, de retrouver cette liberté de courir dans les champs. J'avais aussi cette liberté de lire, de m'évader par la lecture, de voyager, d'éprouver plein d'émotions avec des livres. Il y en a franchement qui m'ont énormément marqué. Des livres de jeunesse, mais aussi des classiques. J'ai toujours ce souvenir de ma lecture de Germinal d'Émile Zola. Quand j'ai terminé le livre qui faisait 300-400 pages, j'ai éclaté en sanglots parce que j'ai vécu comme ça la trame de cette tragédie de ces mineurs au fond de leur mine et avec le grisou et tout ça. C'était tellement poignant. Et puis il fallait que je dégage cette émotion cumulée. Mais après, on comprend qu'effectivement, une lecture, c'est une expérience de vie. Je me suis connectée avec un combat de quelqu'un que je n'ai jamais connu, qui a vécu ailleurs. Émile Zola a vécu cette expérience. Bien sûr, tous les auteurs du monde nous parlent d'une expérience vécue ou imaginée, mais qui reste une expérience humaine, une passion humaine. Et c'est à travers la lecture, à travers l'effort qu'ils ont fait d'écrire, que nous sont parvenus toutes ces idées qui ont fait avancer l'humanité. Et toutes ces émotions aussi. Et toutes ces émotions. Franchement, à travers la lecture, c'est tout un spectre. On passe de la lecture plaisir, loisir, culture, à la pensée. Là, je peux vous dire par exemple qu'en ce moment, je suis en train de lire le livre d'un penseur français, un philosophe, Edgar Morin, que j'ai découvert beaucoup plus jeune, mais que je ne comprenais pas. Mais en fait, c'est quelqu'un qu'on lit facilement, parce qu'il écrit avec la langue de notre époque. Donc, il est comment dirais-je, accessible à tout le monde. Il essaie de faire cet effort. Aujourd'hui, il a 100 ans. Il faut le voir, on dirait un jeune homme de 70 ans. Oui, franchement, il vit à travers il continue à écrire. Et il a écrit ce livre édité il n'y a pas longtemps, donc mon expérience d'un siècle. Ça doit être intéressant. Il a vraiment 100 ans, ce monsieur, et il a toujours le sourire. Il continue à écrire. Et ce qu'il disait, c'est que son sentiment de bienveillance envers les humains a fait que lui, il n'a pas cette volonté de puissance dont parle Nietzsche. Cette volonté de puissance que nous ne retrouvons pas, par exemple, chez l'émir Abdelkader, qui a fait la guerre, qui a vécu toute sa vie en guerre, mais qui, au fond, disait que lui était un homme d'écriture, de pensée. D'ailleurs, la fin de sa vie a été l'occasion pour lui d'écrire son fameux livre, le Mawaqif, mais aussi d'autres, ne serait-ce qu'à travers ses échanges épistolaires, c'est-à-dire à travers les lettres avec les grands du monde à ce moment-là, et qui lui ont valu cette reconnaissance de ses propres ennemis, qui l'ont combattu sur sa propre terre, qu'il a défendu les armes à la main. Avec respect. Mais il les a combattus avec humanisme. Et c'est cet humanisme-là qui a fait que beaucoup plus longtemps après, il a sauvé des chrétiens. Il a eu des légions d'honneur. Ce n'était pas pour ses faits d'armes, c'était pour ses faits humains. Et ça, on ne les gagne
qu'en étant un grand homme et une grande femme aussi, parce qu'on en a eu aussi à travers l'histoire de l'humanité, même si les noms des hommes ont été retenus plus souvent que les noms des femmes. En vous écoutant, Noura Bouzida, je comprends un petit peu l'intérêt que vous avez aussi apporté à un des philosophes algériens les plus remarquables, le Malik Ben Nabi, en l'occurrence, tout à fait. que les éditions Samar ont édité plusieurs fois. Donc, ça nous permet, nous, lecteurs, de découvrir cette œuvre qui a été quand même éditée au début du siècle dernier, c'est ça? Tout à fait. En fait, à la moitié, la moitié du siècle, voilà. Tout à fait. Lui-même étant né en 1905, voici encore un homme qui, ayant vécu dans un contexte colonial, a tenté de fuir ce contexte où il n'avait pas, lui qui avait un physique d'Européen, était traité comme le colonisé qu'il était. D'ailleurs, ça l'a poussé à réfléchir, à penser à cette situation-là, et ça nous a donné une pensée humaine. Moi, ce qui est extraordinaire chez les penseurs algériens, que j'essaye moi d'éditer avec mes petits moyens, il reste petit quand même malgré mes 20 années d'expérience et de combat sur ce terrain-là. Mais grandes par leurs idées. J'essaye, mais voilà. Donc en fait, Malik Ben Nabi fait partie de ces hommes qui ont dépassé la contextualité de leur situation, et il a produit une pensée humaine et humanitaire, mais d'une grandeur extraordinaire, malheureusement qui est ignorée au mieux, qui est combattue au pire, pour des histoires d'idéologie. Malik Ben Nabi n'a pas produit une idéologie. Il était contre l'obscurantisme. Tout à fait, et effectivement. D'ailleurs, franchement, moi je me dis toujours, nous on est en train de dire toujours qu'on est musulman et tout, alors que la première chose qu'on a oubliée, c'est le premier mot. Dieu qui nous a créés, voilà, c'est lire, c'est découvrir la création de Dieu à travers la lecture. La lecture, c'est quoi? C'est le mot, ce mot recouvre la réflexion, la pensée, l'émotion, parce qu'il y a l'intelligence du cerveau, mais il y a aussi l'intelligence du cœur, de l'âme, même de l'instinct. Donc Malik Ben Nabi a eu cette intelligence-là. Lui, quand il a fui le contexte colonial en Algérie, est parti en France. Et là, il découvre ce qu'il a appelé le spectacle extraordinaire de la civilisation. Là, il a ressenti ce que ça veut dire être libre de penser, d'écrire et tout, même si effectivement il a continué à souffrir un petit peu de cette ségrégation-là, parce que quand même c'était un contexte plus général que ce qu'il vivait ici en Algérie, mais n'empêche que avec son érudition, sa culture, sa réflexion, il a pu dépasser tout ça par la force de l'esprit. Il faut savoir que Malik Ben Nabi a eu une vie digne de tous ces grands héros que nous, justement, dont on parlait dans les romans. C'est un personnage romanesque, mais quand on lit son œuvre, à commencer par le phénomène coranique, après, le problème des idées dans le monde musulman, le problème de la culture, la vocation de l'islam. Vous savez, l'islam, lui, il ne le voyait pas comme aujourd'hui, comme une religion. C'est une religion, oui, mais c'est aussi une civilisation. Oui, et il la voit comme aussi. Voilà, et c'est une pensée. Un mode de pensée. Et il la voyait comme faisant partie de cette grande aventure humaine. Donc, je peux vous citer une anecdote comme ça qui a eu lieu un petit peu à la fin de sa vie. Il donnait une conférence dans un pays, je pense en Syrie ou en Égypte, et un étudiant lui a posé la question de savoir que peut délivrer le musulman au monde, pensant trouver une réponse toute faite. Oui, nous allons convertir le monde. Non, il lui a dit, est-ce que le monde attend votre message? Malik Ben Nabi était un penseur, ce n'était pas un émotionnel dans sa pensée. Il peut pleurer pour un pauvre, pour une situation humaine. Mais quand il réfléchissait, c'était une pensée acérée, bien arrêtée, dans un système. Il avait construit un système de pensée. Tout à fait. Voilà, donc moi, en tant qu'éditrice algérienne, c'est ça mon devoir. C'était incontournable de ne pas valoriser une telle pensée algérienne, mais bien sûr, une pensée humaine. Bien sûr. Donc, un philosophe parmi les philosophes
philosophe, Malek Bennabi, on en parlait, mais le philosophe ne devrait pas éclipser celle qui l'a mis en valeur. Nola Bouzida, c'est de votre expérience d'éditrice que nous parlons ce matin. Vous avez parlé de l'intérêt que vous avez porté toute jeune à la lecture. Vous essayez aussi d'inculquer cela à la jeune génération par le biais des éditions Samar qui offrent tout un panel de petits livres à dévorer par les gamins, les plus jeunes. Tout à fait. En fait, moi aujourd'hui, si j'ai un message pour reprendre un peu l'expression de Malek Bennabi, si les gens attendent un message de moi, je dirais, je parlerai aux parents. Les parents ont ce devoir d'aider leurs enfants à devenir des lecteurs, des observateurs de l'humain, de la nature. On parlait d'environnement, on parlait de la conscience. Pour construire un enfant, il faut le livre. Franchement, il ne faut pas compter sur les tablettes et les moyens là qu'on met directement entre les mains des enfants, comme un petit peu avant la télévision d'ailleurs. On met un enfant devant un écran, il n'y a rien de plus terrible. C'est bien pour les adultes pour faire passer des messages comme nous aujourd'hui, pour regarder un film, pour regarder un documentaire, oui, mais pas pour un enfant. Un enfant a besoin de laisser vivre et grandir son imagination, et ça, il n'y a que le livre et le conte qui peut l'aider à faire ça. Vous savez, l'enfant aujourd'hui est déjà bloqué par l'écran. On ne lui donne pas la possibilité d'imaginer. Il a déjà tout prêt à consommer. Et ça, c'est très mauvais. Donc, nous avons des enfants après et des jeunes adolescents qui n'arrivent pas à complètement aliénés à l'image. Ils sont aliénés à l'image. Voilà, ce qui est un peu contradictoire. Ils sont aliénés à l'image et perdent leur imagination. Donc, que peut-on faire? C'est tout simplement de leur mettre un livre entre les mains. Laissez-les, voilà, le lire, même si après, si c'est un enfant de très jeune âge de 2-3 ans, même s'il déchire le papier, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il a touché. Voilà. Et je dois dans ce monde justement où l'image est l'image un peu comment dire l'image telle qu'on la connaît dans les jeux, dans les games, dans la télévision comme vous dites, voilà, c'est difficile aussi d'accrocher un enfant. Donc là réside tout le combat d'un éditeur pour offrir l'enveloppe qu'il faut pour accrocher et attirer justement l'enfant vers ce livre. Tout à fait, parce qu'en fait, on est un petit peu sous l'emprise de cette nouvelle la communication théorie visuelle rapide. Voilà, elle est très rapide et tout ça, donc vraiment, c'est vraiment, je l'appelle la culture de consommation pour l'enfant. Je peux vous donner une expérience que je vis à titre personnel. J'ai une nièce à qui on n'a pas deux mêmes, qui ont aujourd'hui entre 12 et 13 ans, et elles sont de grandes lectrices. Elles adorent aller dans une librairie, acheter un livre, et en fait, pourquoi? Parce que, étant enfant, on ne leur a pas mis tout de suite un téléphone entre les mains. On les en a empêchés, leur maman en fait ça, et je trouve que c'est très bien, parce qu'aujourd'hui, elle peut manipuler ça, vous savez, ça s'apprend très vite. Oui. Par contre, apprendre la lecture à 12-13 ans, c'est très difficile. Et surtout qu'on est dans un contexte, on est dans un environnement où le livre n'est pas présent. On ne l'a pas dans nos maisons, on ne l'a pas dans nos bureaux, on ne l'a pas on n'a plus de librairie, tout simplement. Et ça, c'est un autre drame, et ça, c'est une autre responsabilité qui est celle des adultes, celle des responsables de la culture, celle des responsables du commerce. Mais pourquoi n'aide-t-on pas les jeunes à aller vers ce secteur-là? Il y a plein de dispositifs d'aide à la jeunesse. Moi, je ne connais pas de libraire, je ne connais pas d'éditeur qui s'est dirigé vers l'Ansège ou maintenant qui porte un autre nom, mais qu'importe. Il n'y a pas de système d'aide, par exemple, à la location d'un local à un prix raisonnable pour un libraire, pour un jeune libraire. C'est un métier qui nécessite une grande passion, mais aussi qui nécessite certains moyens. Absolument. Le livre, ça reste quelque chose qui a un coût. Nous sommes en train de demander, nous en tant qu'éditeurs, de demander à ce qu'il y ait des aides de l'État. Moi, je ne suis pas du tout dans l'assistanat. Je l'ai répété plusieurs fois. Oui, ici vous êtes même. Débrouillé quand même. On se débrouille comme on peut, on met de nos économies, on travaille ailleurs. Mais en fait, moi, quand je vois un enfant lire, je trouve que c'est une grande victoire pour moi. Mais je ne peux pas être seul sur le terrain. L'éditeur ne peut pas être seul sur le terrain. Il faut avoir
moi je dis qu'il faut aider le livre et la lecture, ce n'est pas les éditeurs qu'il faut aider. Un éditeur, c'est comme tout autre entrepreneur, s'il a un environnement favorable, il doit faire aussi son devoir. Maintenant, et ça nous prouve à quel point vous êtes à la bonne place, parce que vous êtes également secrétaire général de l'ONEL, qui est l'Organisation nationale des éditeurs de livres. Donc vous avez votre place dans cette organisation, dans la mesure où vous avez ce combat à mener parallèlement au combat de l'édition, hein, bien qui sûr, est un peu difficile déjà. Tout à fait. C'est parce que voilà, en tant qu'éditeur, on a une organisation donc corporatiste, donc de professionnels, et nous essayons de proposer beaucoup de choses. Par exemple, l'année dernière, en tant qu'ONEL, on a organisé le premier salon du livre national qui s'appelle, avec le slogan « Un livre, une vie ». En fait, c'est parmi les premiers salons du livre à avoir été organisés pour la période post-Covid, dans le monde, hein, je dis. Mais vous savez, il y a eu beaucoup de monde. Cette année, nous avons le SILA qui va être organisé à cette période au mois de mars, en espérant qu'il ne soit... Là, il y a le décret là, qui vient de sortir pour le pass sanitaire, donc il faut être vacciné pour être admis. Donc je lance un appel à tous ceux qui comptent visiter le salon de se faire vacciner un petit peu à l'avance pour qu'on ait cette vie en commun au moins pendant une semaine. Par contre, je voulais juste dire un petit peu pour que les gens comprennent que nous sommes vraiment à la traîne. Et quand on est à la traîne en termes de lecture, on est à la traîne en termes d'histoire et de civilisation. Il ne faut pas croire que se développer, exister dans l'histoire, ça vient comme ça. C'est le travail de plusieurs générations. Et c'est par là, un petit peu, c'est là où le bas blesse. Donc j'ai l'impression que quand on prêche, quand on parle de lecture, on prêche dans le désert, mais on continue à le faire. Vous savez, j'ai vu au Salon de Rome qui s'est tenu au mois de décembre. Vous savez, l'Italie, qui est un pays où la petite et moyenne entreprise est le socle de l'économie, le fleuron de l'économie italienne, et ben c'est la même chose dans le livre. Ils ont organisé au mois de décembre, et j'ai eu la chance d'y participer. En fait, on nous a invités à y aller. C'est vraiment les petites et moyennes entreprises dans l'édition. J'ai rencontré des auteurs qui ont créé leur maison d'édition, des petites maisons d'édition où il y a 2 ou 3 personnes. Donc il ne faut pas avoir honte d'être seul comme moi. Je suis seule, mais on peut faire beaucoup de choses en étant dans un environnement. Il y avait tellement de lecteurs. Et je voulais juste vous donner une statistique. On a eu une présentation et le monsieur qui a fait cette présentation a donné un chiffre qui m'a ébloui. Le développement, la croissance dans le monde du livre en Italie cette année où il y a eu le Covid a été la meilleure depuis 1985. C'est pour vous dire que les peuples qui ont été confinés comme nous, mais les peuples développés, les peuples qui ont l'habitude de la lecture, se sont tournés vers la lecture. Et c'est ce qu'on dépasser psychologiquement et même culturellement cette pandémie qui nous a vraiment psychologiquement ruinés. Mais voyez un petit peu comment on En tout cas, réagit. j'espère que votre vœu se réalisera en 2022. J'espère qu'ils seront nombreux à suivre votre exemple, à être à avoir de l'intérêt pour la lecture et aussi, j'espère qu'ils seront nombreux à prendre part au prochain SILA. Oui, il faut réapprendre à lire. Vous avez partagé énormément de paroles sages ce matin sur ce plateau, Nora Bouzida. Et vraiment, on sent que vous êtes une personne très passionnée. Je rappelle que vous êtes donc à la tête des éditions Samar et également secrétaire général de l'ONEL, l'Organisation nationale des éditeurs des livres, et également membre de l'association LML pour justement l'aide aux cancéreux. Merci infiniment pour cette participation que j'ai vraiment appréciée ce matin. Merci, moi aussi, je vous remercie de nous donner à chaque fois l'occasion de parler de culture et de livres et de femmes. Vraiment. On l'a fait au début aussi, de l'émission. Vive les femmes qu'elles soient, donc elles sont battantes à l'instar de Nora Bouzida, ce profil qu'on a découvert. Je les invite vraiment à venir s'investir dans le monde de la culture parce que c'est vraiment leur place aussi. Voilà. Et dans le monde du sport aussi, la femme est très présente. On lui souhaite vraiment d'être de plus en plus présente également à l'occasion de la Journée internationale du sport féminin. On va aussi finir par une séquence liée à cet aspect en
particulier le sport. Et le sport au féminin, c'est aussi dans le reportage de Maya Amrani qui nous présente un petit peu la pratique de la musculation dans ce reportage. À tout de suite. Manque d'activité sportive, stress, mauvaises habitudes alimentaires, tout cela a un impact sur notre corps et notre santé. Pratiquer la musculation apporte ainsi des réponses convaincantes aux conséquences néfastes de nos modes de vie. La musculation, c'est un ensemble d'exercices qui s'effectuent avec une résistance, soit sur des machines guidées ou bien avec des charges libres, comme les haltères, les barres et les disques. C'est des charges additionnelles qu'on vient porter et faire des mouvements ou des exercices qui visent en première intention le développement de tous les groupes musculaires squelettiques. Loin de l'image qu'on peut s'en faire, la musculation peut être adaptée facilement à chacun et à chacune, nous explique le coach Adel. Les femmes s'intéressent de plus en plus à la musculation. Malgré ça, ce sport souffre encore d'une image de sport trop dur, réservé aux hommes uniquement et aussi inadapté à la pratique féminine, ce qui est complètement faux. La musculation est l'un des sports les plus adaptatifs qu'il soit. Les orteils vers l'avant, garde les orteils vers l'avant, descend et remonte tout doucement. Ça va travailler les cuisses. Conserver de la tonicité musculaire, avec l'âge, retrouver un corps fonctionnel, perdre du poids, la musculation est un recours idéal pour jeunes et moins jeunes n'ayant pas un profil de sportif. Donc le coach pourra vous proposer un entraînement adapté à vous, adapté à vos objectifs et surtout à vos capacités. Perte de poids, corps plus tonique, plus ferme et gain de force, posture améliorée, confiance en soi, c'est cela le bien-être. Voilà, je vous le disais, on va parler sport pour la dernière séquence de cette matinée avec nos invités, un couple en l'occurrence, le couple Smah ici présent. On commence par les dames bien sûr. Kahina Smah, bienvenue. Bonjour, merci. Et bienvenue à votre époux, donc Saïd Smah, qui partage aussi, vous partagez la même passion pour le judo, n'est-ce pas? En fait, vous respirez judo du matin au soir, voilà. Si j'ai bien compris. Exact. Alors, oui, parlez-nous un petit peu de cela, parce que c'est vous qui l'avez influencé, n'est-ce pas, au départ? Oui, elle n'a jamais fait du judo. Depuis qu'on est mariés, elle a aimé le judo comme elle m'a aimé. Très bien. C'est tout à fait normal. Ce fut contagieux, je dirais, contagieux. Mais aujourd'hui, elle est... comment dire, ceinture noire, deuxième dan, c'est ça? Deuxième dan, ceinture noire, de Jeux de France. Oui. Je suis la gérante de l'école judo de Samouraï et en même temps, je suis entraîneur. Voilà. Elle a commencé après lui, mais en fait, elle prend les rênes de cette école dont on parle, l'école samouraï, donc l'école samouraï pour le judo. C'est du côté de Tizi Ouzou, une belle aventure qui est née en 2007, n'est-ce pas? Exact, en 2007, il a été inauguré en 2007. C'était un rêve d'enfant, je l'ai dit même sur ce plateau. Oui. Et maintenant, je vis avec mes enfants, avec ma femme. On gère ce dojo. On a plein d'enfants. D'ailleurs, c'est elle qui s'occupe des judo, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis, voilà, donc elle vous prépare un petit peu le terrain avec l'éveil judo, c'est bien cela. Les plus petits viennent vers vous. 3 ans, 6 ans. 3 ans, 6 ans. C'est la section la plus difficile. Décidément. Il faut gérer. Décidément, vous gérez les plus difficiles. Et vous gérez l'école. Et monsieur, il fait quoi pendant ce temps-là? Dites-moi. Alors, monsieur, vous êtes l'entraîneur et le directeur technique. Oui, le directeur technique, exact. Oui. Mais on partage la poire en deux. Oui. On est tout le temps
dans le dojo, mais on partage même à la maison le foyer, on partage la part en deux. Ah, bah, je c'est m'occupe excellent, aussi des ça. enfants, on a un bébé, je m'occupe de la cuisine aussi, hein, il faut le dire. Hein. Moi, je n'allais pas oser aller jusque-là, mais puisque vous le dites, eh ben, on est ravis On de partage savoir. tout, sincèrement, on partage tout. Oui, en tout cas, c'est un beau rêve. Donc, Samouraï, l'école Samouraï est née. Aujourd'hui, c'est un centre d'excellence par rapport au judo, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Kahina? Vous êtes très souvent sollicité, pas seulement en local, mais même des internationaux viennent vers vous pour avoir cette expertise dans un domaine qui vous caractérise. Vous êtes voilà, particulièrement porté sur un type de kata qui n'est pas pratiqué partout, n'est-ce pas? Exact. Donc on est une école qui s'occupe beaucoup plus de la pédagogie des enfants, l'éveil de l'enfant. Et puis ces dernières années, avec madame, je m'excuse, non, j'ai une irritation de la gorge, bon, j'ai fait des Je vous laisse des le tests temps de négatifs. dépasser ça. Donc on s'est spécialisé avec madame de le kata qu'on appelle, c'est un kata de judo qu'on appelle Guchin Jutsu. C'est une forme de self-défense, Kodokan, qui a été créé par les élèves du créateur Jigoro Kano en 1956. Donc on est les seuls qui représentent l'Algérie et nous représentons aussi l'Afrique et le monde arabe au championnat du monde de kata. Oui. Donc c'est une forme de championnat du monde qui a été créée depuis des années, depuis presque 12 ans. Donc il y a un championnat vétéran, il y a un championnat de kata, il y a 5 kata, Nageno, Katameno, Kimino, Juno Kata et le Guchin Jutsu. Donc c'est un kata supérieur qui vous permet de passer de 6e à 7e dan. Donc elle a été homologuée pour participer au championnat du monde. Donc j'ai participé avec un collègue qui s'est désintéressé. On est allé ensemble, on est classé 12e sur 173 pays pour la première participation algérienne. Et j'ai initié madame au tapis. Elle assimile vite et puis je suis avec madame, je le fais avec madame, elle est championne d'Algérie et de Guchin Jutsu. Et il en parle avec fierté. Vous aussi, vous avez initié, oui, on est fiers de vous, hein, madame. Et vous avez initié pas mal d'enfants, y compris les vôtres, parce que même vos enfants n'y échappent pas. Hein. Oui. Ils sont à l'école, oui. Il a une ceinture verte. L'autre, c'est Abdraouf, 3 ans. Alors Yanis, voilà, Yanis est ceinture verte, Abdraouf il est ceinture blanche. Ceinture blanche. Il a 3 ans. C'est sa première année. C'est pas mal. Et Jugurta, 4 mois. Jugurta, à quel âge? 4 mois et demi. 4 mois et demi. Et je pense que vous nous avez... Parce que moi, quand vous m'avez dit 4 mois et demi, il a son kimono. J'étais curieuse de voir le kimono. Qui a porté 1 mois. Oh là 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 là. Petit kimono d'Abdraouf. Je l'ai gardé comme souvenir. C'est génial. Et Jugurta... Et là, c'est le kimono de Jugurta, comme il est... Oh, il est plus costaud, Jugurta. À 4 mois, déjà, il porte un kimono plus grand que celui de son frère. Voilà. Oh mon Dieu, c'est vraiment... voilà, c'est des tenues de poupée. Oui. C'est tout. Je les garde comme souvenir. Ah, c'est génial. Ils sont contents, j'imagine, quand ils les portent, parce qu'ils ont l'impression de ressembler à tous ces enfants. Surtout Abdraouf, le tapis, c'est son... Ah, c'est le paradis. Son bonheur. Ah, le judo, c'est... Très Tout bien. le temps, il demande, on va partir à la salle. Vraiment, elle est... Kahina Smah, on parlait à l'instant donc avec votre époux de ces compétitions de vétérans. Vous aussi, vous contribuez à vous participer à chaque fois à ces compétitions à l'international. J'ai participé en 2019 compétition kata. Je suis vice-championne, deuxième place. Et là, je me prépare pour le 28 février, pour le championnat d'Algérie. Très bien. Et le championnat d'Afrique. 23 mai. 23 mai, oui. 23 mai à Oran, championnat d'Afrique. Ah ben bon vent, bonne chance. Merci beaucoup. C'est vraiment le minimum qu'on puisse vous souhaiter, vous qui êtes une passionnée de judo et autant que votre époux ici présent. Donc Saïd Smah, vous aussi, vous avez été champion de nombreuses fois. Hein. Oui, j'étais... sur tous les paliers, vous avez Oui, j'étais champion d'Algérie minime, cadet, junior et senior. J'ai été en équipe nationale pendant 7 ans.
moins de 63 kilos, moins de 60 kilos. J'étais performant aussi dans la fameuse équipe de JET, JSK, Oui. JET. Et j'ai remporté pas mal de tournois internationaux aussi. Et voilà, j'ai arrêté ma carrière de compétition suite à une blessure très très grave. Oui. Mais quand même, je n'ai pas arrêté. J'ai repris la compétition vétéran après 30 ans d'arrêt. Mais j'étais toujours entraîneur et formateur arbitre. Je suis arbitre international, donc je suis resté toujours dans... Oui, la dans carrière a routine. évolué. Voilà. Voilà, dans J'ai un sens formé logique, pas mal de je champions dirais. aussi. J'ai formé Oui. pas mal de champions. Et je suis resté, je vous informe aussi que je suis retraité en cadre d'éducation, Oui, tout à fait. l'éducation primaire, donc... Très bien. Mais en tout cas, voilà, vous qui êtes retraité de l'éducation et qui avez été formateur, vous avez quelque part transmis un peu le flambeau à votre épouse Kahina pour le côté pédagogique et la gestion du côté pédagogique dans cette école de formation en judo, n'est-ce pas? Oui, j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, c'était mon maître judo. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Oui. Et Donc sur le tapis, vous vous dites comme ça. Salut. Vous vous saluez comme ça. Ah non, sur le tapis, Vous c'est faites pas ma pouvette. femme, elle me salue, c'est moi le maître. c'est lui D'accord. À la maison, c'est elle la chef. maître. Ah, sur le tapis, c'est Et moi. avec mes enfants, je suis pas leur maman. Sur D'accord. le tapis, je suis le maître. D'accord. Ah ben oui, eux, voilà, maintenant ils ont leur maître, c'est Ah différent, c'est bien. Voilà, une belle revanche. Hein. Exact. Voilà. Et il s'adresse à maman hein, en premier, donc c'est pas mal. En tout cas, voilà, 52 ans de judo déjà, c'est bien Presque, cela. Hein, ça exact, sans interruption, oui. Oui, sans interruption. Qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette école samouraï? Ben, j'étais vraiment, je l'ai raconté déjà, un plaisir de le réciter aussi. Comme je Les sortais téléspectateurs ne beaucoup- sont jamais les mêmes, vous savez. Hein. Exact. J'étais jeune, j'étais à l'équipe nationale, donc je sortais à l'international, je sortais dans des pays étrangers, en l'occurrence surtout en Europe. Et même pendant les vacances, je prenais mon cabas, je partais chez mes parents, je faisais du judo un peu partout en France. Et puis je trouvais des familles, des couples, surtout asiatiques, qui ont une petite salle comme ça. Donc ça m'a donné l'idée, j'avais exactement 22 ans. Je me suis dit, tiens, si Dieu le veut, je vais réaliser ce rêve. Eh bien, croyez-moi, madame, je l'ai réalisé. Bravo, bravo. Bien J'ai sûr, mon j'imagine dojo. que ça n'a pas été facile au départ. Très, très mais difficile. aujourd'hui, vous êtes à la tête, donc tous les deux, vous êtes les fondateurs de cette belle école. Et vous êtes Exact. à la tête d'un petit complexe parce que vous avez aussi un gîte, vous avez plutôt voilà, un lieu d'hébergement, un lieu de restauration. Donc Exact. les athlètes peuvent avoir tout le confort nécessaire Tout, pour tout, leur tout. stage. Et donc c'est une école vraiment Il y a un agréable. restaurant. Oui. Oui, tout Il y a à tout, fait. Il y a un un hébergement, il y a de la restauration, auberge de garçon, l'hébergement. auberge fille, vestiaire, tout. Voilà. Ouais. Donc c'est une fierté à Tizi Ouzou. Donc les collectivités locales sont fières aussi de cette Absolument, réalisation. même les Hein. citoyens, bien sûr. Bien Oui. sûr, c'est un plus, c'est une infrastructure éducative et sportive qui rapporte quand même un plus pour la société, surtout pour l'environnement, à la nouvelle ville, sur le plan physique, sur le plan adresse, sur le plan éducatif, sur le plan éveil, sur le plan relations humaines, et tout ça a été Tout ça. à fait. Donc, Le nous judo, avons- ça éduque effectivement physiquement, mais ça éduque aussi moralement parce que c'est aussi. Absolument. On dompte un peu l'esprit en même temps que le corps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Kahina? Oui. Voilà. Le sport, Il y c'est a tout la un vie. code d'honneur aussi. Ah oui. Très bien. Et oui, c'est vrai que vous me le disiez, vous m'avez même montré aussi. Là, je vous offre outil. le Ah, code moral ah bon du judo. D'accord. Voilà le code moral du judo. Oui, on en parlait justement en coulisses. Et merci beaucoup, hein, je suis vraiment touchée. Ah, de rien. Alors, on va lire le premier de la liste, c'est la politesse, le respect d'autrui. Voilà, c'est vraiment le garant d'une bonne Oui. relation, effectivement. Le courage après l'amitié, contrôle de soi, sincérité, modestie, honneur et respect, encore une fois à la fin. Sans respect, aucune confiance ne peut naître. Absolument. Voilà, c'est toute la sagesse justement asiatique qui est transmise à travers, je merci beaucoup, hein, à travers ce sport, le judo en particulier. Donc on arrive au terme de cette émission, donc je vous laisse juste un petit mot de fin, de vraiment quelques petites phrases. Merci pour l'invitation, vraiment c'est très touchant. Et je tiens à remercier mon mari
Oui. Vraiment, il m'a beaucoup aidé, beaucoup encouragé pour être toujours à la hauteur. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Ça, c'est une belle déclaration en direct ce matin. Oui, c'est mon maître, c'est mon mari, c'est mon frère, c'est mon père, c'est tout. Comme quoi, voilà, une femme a besoin d'une oreille attentive, d'un homme prévenant pour évoluer, exister, même dans le domaine sportif, parce qu'aujourd'hui, on célèbre la journée internationale du sport féminin, et c'est vrai que pour exercer le sport, il faut être encouragé par son père, par son frère et par son époux, effectivement. Oui, absolument. Donc, c'est vraiment le message qu'on transmet ce matin à travers vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous vouliez finir. Je vous laisse finir la belle phrase que vous alliez dire. Alors, je passe le bonjour à tous les judokas et les judokates et les adjoints de l'école judo de Samouraï, Haddad ou Salim, que je salue. Vraiment, ils nous aident beaucoup. Et Maître Goumrassa, il est en France. Je lui souhaite un prompt rétablissement, Inch'Allah. Et bonjour à toute ma famille et mes 3 anges. Oui. Et un propre rétablissement à ma mère et ma belle-mère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez pensé à tout le monde. En tout cas, on souhaite vraiment une bonne santé et une bonne année sportive à tous les athlètes, justement, que ce soit les judokas et les judokates. J'ai une pensée pour Salima Swakri, que j'aime beaucoup. Oui, c'est le petit ange des judokas. Comme femme, elle est adorable. Et comme judokate, quand même, elle a porté le flambeau le plus haut podium mondial du judo algérien. Donc, et l'esprit aussi, l'esprit aussi, de la judokate à travers toutes ses contributions. Surtout son cœur, elle a solidaire, très très solidaire, très très affective. C'est une dame très respectée que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. Et nous aussi, on a du respect pour vous, Monsieur Smah, Saïd Smah ici présent, donc bravo, ainsi que Kahina, d'offrir justement aux jeunes amoureux du sport et aux jeunes fans de judo cette belle expérience humaine à travers l'école, je rappelle, l'école Samouraï. Donc pour le judo, ça se déroule à Tizi Ouzou, donc si vous êtes intéressé, vous avez une belle adresse pour apprendre le judo et devenir champion, ceinture noire comme madame et plusieurs fois ceinture je sais pas quoi pour Monsieur Saïd. 6e dame. 6e dame, mon Dieu, machallah. Voilà. Bravo et merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous avons vraiment apprécié. Et j'imagine que vous qui nous suivez ce matin avez apprécié ce couple super émouvant. Voilà, je pense que mesdames ont dû ressentir ce que j'ai ressenti ce matin. À tous ceux qui nous suivent ce matin, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain pour le meilleur de l'actualité en matinale dans Bonjour d'Algérie. Au revoir.